Inondée de terreur, j'étais allongée dans mon lit, sautant et tressaillant à chaque craquement. La vieille maison de campagne avait toujours fait de tels bruits la nuit. Les poutres grinçaient, les fenêtres frappaient, et le vent hurlait dans la cheminée. Je n'avais pas toujours eu peur de ces sons, mais là encore, je n'avais pas toujours été seule. Mon mari et moi avons déménagé dans ce village il y a 5 ans. Nous venions de nous marier, et la maison nous convenait parfaitement. J'admets que c'était un peu usé par les intempéries, mais mon mari Paul pouvait se le permettre. Et il avait un emploi du temps qui le rendait disponible, en tant que postier du village. Il a acheté la maison, il a pris le travail, et nous étions heureux. Oh, si heureux ici. Le vent pouvait crier au meurtre sanglant, et la maison elle-même pouvait trembler. Mais avec Paul ici, je ne craignais rien. C'était pourtant avant la guerre, avant l'enrôlement, avant que nos hommes ne soient envoyés combattre, s'infecter et mourir dans ces affreuses tranchées en France. Je restais toujours allongée seule, par une nuit froide et venteuse, à la fois effrayée par les choses surnaturelles qui pourraient être sur moi dans la maison instable, et effrayée par les dangers auxquels mon mari était confronté de l'autre côté de la Manche. Le contexte, c'est une chose étrange. Certaines choses dans un certain contexte peuvent être ennuyeuses, ne justifiant aucune réflexion ou attention, bien que dans un contexte différent, la même chose, le bruit dans ce cas, puisse être terrifiant. Le bruit que j'ai entendu cette nuit-là serait, dans le bon contexte, tellement ennuyeux. Mais seul au lit dans mon ancienne maison, ce son m'a effrayé jusqu'aux os. Quelqu'un venait de déverrouiller la porte d'entrée et se dirigeait vers les escaliers. Je perdais toute sensation dans mes pieds. Mes mains picotaient d'épingles et d'aiguilles, et ma bouche devenait mortellement sèche. Alors que j'écoutais les lourdes bottes marcher péniblement sur le plancher, s'approchant des escaliers, mon estomac se retourna, comme s'il essayait d'expulser physiquement cette peur, nouvellement tangible dans mon corps. Je n'ai pas eu le temps de réagir davantage, car les bottes se sont précipitées dans les escaliers, et une main s'est approchée de la porte de la chambre. J'étais sur le point de m'évanouir, lorsque le visage de l'homme est apparu. Combien de temps? Et combien tout a changé en un instant. J'ai crié et pleuré après lui, alors que je lui sautais dans les bras. « Paul, tu es à la maison ?» Nous nous sommes tous les deux assis sur le lit en larmes, alors qu'il luttait pour trouver les mots pour expliquer son retour. Il a tout expliqué sur les bombardements qu'ils ont subis. Son séjour à l'hôpital militaire avec Reg, qui se trouvait être à la fois mon voisin et le mari de ma meilleure amie Meg. Paul a expliqué les éclats d'obus dans son bras et dans son dos, sa libération du service, et comment Reg devrait bientôt être libéré également. Peu de temps après, il se metta au lit sans rien manger. Je soupçonnais qu'il était simplement épuisé. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Paul était debout et habillé quand je me suis réveillée le lendemain matin. Il a dit qu'il n'avait pas le temps de déjeuner, car il a dit qu'il devait reprendre ses fonctions au bureau de poste. J'ai trouvé cela inhabituel. Cependant, je n'ai pas dit un mot, car j'étais simplement heureuse de l'avoir à la maison. Et j'imaginais qu'il serait habitué à la vie à la maison. Paul était à peine parti depuis 2 heures, qu'il revint avec un énorme sac de lettres, qu'il jeta promptement sur la table de la cuisine. Il est resté assis à trier la correspondance pendant environ 1 heure. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il avait placé environ 2 douzaines de courriers, dans le petit seau en ferraille que nous gardions à côté du poêle. En remarquant ma curiosité, Paul a expliqué que c'était des ordures et que je devais les brûler. Puis, avec une dureté que je n'ai jamais entendue dans sa voix, il m'a dit de ne pas en ouvrir ou en lire un seul. Il devait être détruit, et rien de plus. Après avoir fait connaître ses revendications, il est parti en tournée. Dès qu'il a été hors de vue, j'ai attrapé les lettres dans la corbeille en fer, et j'ai fait ce qu'il m'a dit, les brûlant une par une dans le poêle. Après la 5e lettre, cependant, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Toutes les lettres étaient adressées aux femmes de notre village, ou à celles des villes voisines, et il y avait un sceau de l'armée sur chacune des lettres. Je fus perplexe. Mais ma confusion générale fit place à l'horreur, lorsque je tombai sur la 8e lettre. Elle m'était adressée. Tremblant et perdant de plus en plus mon sang-froid, à chaque seconde qui passait, j'ouvris la lettre et commençai à la lire. C'était une lettre officielle pour moi, offrant des condoléances,
et m'informant que Paul, avec sa compagnie, avait été tué au combat. Bêtement, j'ai jeté la lettre dans le poêle, la détruisant. Après quelques instants de pleurs absurdes, j'ai parcouru les autres lettres. Le dernier courrier était adressé à ma voisine Meg. Paul est rentré plus tard dans la soirée. Pour la 2e nuit consécutive, il a refusé de manger. À ce moment, j'ai commencé à réaliser que non seulement je ne l'avais pas vu manger ni boire depuis qu'il était à la maison, mais je ne l'avais pas vu non plus dormir. Quelques instants plus tard, Paul interrompit ma rêverie, me demandant froidement si j'avais détruit toutes les lettres comme demandé. J'ai hoché la tête pour dire oui. Après tout, c'était presque vrai. J'avais détruit toutes les lettres, toutes sauf une, celle adressée à Meg. Cette nuit-là au lit, même si mes yeux étaient fermés, je pouvais sentir Paul me fixer. Il m'a regardé pendant des heures. Quand il s'est finalement levé du lit après minuit, j'ai imaginé que c'était parce qu'il était certain que je m'étais endormie. J'ai tendu mes oreilles. Je pouvais l'entendre en bas, parler à voix haute d'une voix étrange. C'était Paul, mais en même temps ce n'était pas lui. Ce n'était pas l'anglais qui parlait, ni aucune autre langue que je reconnaissais. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour trouver Paul comme la veille, habillé, refusant le petit déjeuner, et en route pour le travail. Mais ce jour-là, j'avais un plan. Si je pouvais aller voir Meg et lui donner la lettre, nous pourrions toutes les deux penser à un moyen de sortir de cet enfer. J'étais sur le point de perdre à nouveau mon sang-froid, lorsque je frappai fermement à la porte de Meg. Elle ouvrit la porte en souriant largement d'une oreille à l'autre. Avant que je puisse craquer, lui montrer la lettre et lui expliquer ce qui s'était passé, elle prononça 5 petits mots. Reg est rentré hier soir. Et avec ces petits mots, elle a anéanti tout espoir que j'avais d'échapper à ce cauchemar. Combattant les nœuds dans mon estomac, j'ai réussi à demander à Meg où était Reg. Elle m'a dit qu'il avait accompagné Paul au bureau de poste, pour accepter un nouveau travail. Tout cela s'est passé il y a 3 mois. Depuis lors, des dizaines d'hommes sont rentrés à la maison, sans exception. Et grâce à mon Paul, ils ont tous été embauchés à la poste et d'autres services de communication. Quand je suis allongée dans mon lit la nuit maintenant, je frissonne et sursaute. Les bruits de la maison ne me font plus peur. Mais quand mon mari passe devant chez nous pendant son trajet postal, j'ai le sang qui se glace. Je vais être honnête. Je ne suis pas vraiment un père de famille. Ma carrière m'a éloigné de ma famille pendant la plus grande partie de l'enfance de ma fille. Et une fois ma femme décédée, l'absence serait une description généreuse de moi. Cela avait été si soudain. Et l'amour de ma vie, Erika, avait été enlevé bien trop tôt pendant mon absence. Ces 3 dernières années ont été difficiles. Je suis habituée à la souffrance, à la perte et au chagrin. Celui-ci a souvent frappé. Il y a un vide en moi que je ne peux décrire entièrement, et qui, je pense, ne disparaîtra jamais vraiment. Pour cette raison, il n'était pas surprenant qu'Aria m'ait dit qu'elle allait étudier à l'étranger pour le semestre à venir. Elle était dans un collège local depuis 2 ans. Je pense qu'elle en avait assez de nos dîners gênants du mardi soir, et qu'elle avait besoin d'une pause. On ne peut gérer tant d'heures dans un silence lourdement gênant, je suppose. Pour cette raison, je ne pouvais pas la blâmer d'être partie. Elle avait dit que ce n'était pas ça, mais je le savais. Les opportunités de croissance, de connexion et d'exploration du monde extérieur n'étaient que des mensonges, pour éviter de dire qu'elle avait besoin de temps loin de moi. Elle n'avait pas vraiment besoin de se trouver. Elle avait besoin de se trouver loin de moi. Ça piquait, pourtant j'ai compris. Comme je l'ai dit, je ne suis pas vraiment un père de famille. Je lui avais appris certaines choses quand elle était enfant pour se protéger. Mais en dehors de cela, nous n'avions pas vraiment de relation. Je ne suis pas fière de ça. J'aimerais être plus proche de ma petite Aria. Je l'aime de tout mon cœur. Je suis simplement réaliste. Donc, dire que j'étais ravie quand j'ai reçu un appel FaceTime était un euphémisme. Le contact avait été au minimum depuis qu'elle était partie.
et je n'avais pas vu son visage depuis des mois. Il y avait quelques textes ici et là. En voyant son appel, j'ai appuyé rapidement sur ce bouton vert. Lorsque ses yeux marrons et son sourire éclatant sont apparus sur mon écran, j'ai presque dû retenir mes larmes. Hey ma fille, comment vas-tu? Tu as l'air tellement heureuse. Et qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Tu es blonde maintenant? Merci papa. Je m'intègre mieux ici en tant que blonde. Et les choses vont bien. L'Europe est tellement jolie. Et j'ai tellement appris sur moi-même. Je ne pourrais vraiment pas être plus heureuse, a-t-elle déclaré en marchant dans une rue éclairée. Je pouvais voir qu'elle disait la vérité. Cela faisait des lustres que je ne l'avais pas vue sourire comme ça. Je suis si heureux d'entendre ça, Aria. Qu'as-tu fait? Dis-moi tout. Cela fait un petit moment que nous n'avons pas parlé. Et ton vieux père a toute la journée. Eh bien, il y avait une chose sur laquelle j'avais une question. Tu es expert dans ce domaine, donc je voulais des conseils, a-t-elle déclaré lorsque son visage devenait un peu plus sérieux. D'accord, demande-moi. Ai-je répondu. Il y a eu des disparitions par ici ces derniers temps, mais je lui ai coupé la parole. Maintenant, je suis un peu inquiet. Tu marches seul et il doit être assez tard là-bas. Dis-je en plaisantant à moitié. Oh papa, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Il y a juste un petit problème. Il y a beaucoup... a-t-elle dit en tournant au coin d'une ruelle. Avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, le cadre se déplaça brusquement de façon anormale, pour montrer ce qui l'entourait. J'ai entendu des bruissements et des marmonnements. Aria? Allô? Plus de marmonnements. Le marmonnement s'intensifiait un peu. Cela semblait joyeux. Que se passait-il? Aria? Le cadre s'est recentré. Oups, désolé papa. J'ai heurté quelqu'un alors que je tournais dans la rue. Je lui ai juste présenté mes excuses. J'ai laissé échapper un souffle que je retenais depuis tout à l'heure. Tu sais comment inquiéter ton vieux père. Attends une seconde. Pourquoi? Que se passe-t-il? Elle a demandé. J'ai remarqué quelqu'un derrière ma fille maintenant. Sa silhouette se rapprochait rapidement. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait, je pouvais commencer à distinguer ses traits. Longs cheveux noirs ondulés, rasés de près. Voltige! J'ai crié. Instinctivement, elle se retourna juste au moment où il l'atteignit. Il y eut une lutte, et le téléphone est tombé. Je t'ai enfin attrapé, petite salope. J'ai entendu l'homme crier. Le téléphone avait atterri de manière à ce que je puisse tout voir. Paniqué, j'ai commencé à crier après l'homme. Enlève tes mains de ma fille! Laisse-la tranquille! Aria! Ils ont continué à lutter d'avant en arrière. Peu à peu, ma fille a commencé à être forcée à reculer contre un mur. Il l'a maudit avec véhémence. S'il vous plaît, arrêtez ça! Aria a perdu pied, et l'homme a levé son couteau. Il s'abattit durement. Il a transpercé le bras de ma fille, et je l'ai entendu hurler de douleur. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Pas encore. Pourquoi étais-je toujours incapable de protéger ma famille? J'ai continué à implorer, à supplier cet homme d'arrêter. Mais soit il ne m'a pas entendu, soit il s'en fichait. Il a coupé Aria encore et encore. Il lui a crié dessus. Sa posture de défense avait limité les coups sur ses bras. Mais il s'agissait de profondes lacérations. Elle ne tiendrait pas longtemps comme ça. Le sang était partout. Ce maniaque n'allait pas s'arrêter. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point ce monde est cruel. J'ai maudit tous les dieux qu'il y avait. Comment ont-ils pu laisser cela arriver? Peut-être que je le méritais. Mais ma fille? Ses mains n'étaient pas tachées de sang comme les miennes. Cela a seulement commencé à transformer ma peur et mon chagrin en rage. Laisse-la partir, bâtard! Je vais te tuer, putain! Tu m'entends? J'ai vu ton visage! Je vais te tuer, putain! Je l'ai déjà fait et je le ferai encore! Quelque chose a dû attirer son attention, car pendant une fraction de seconde, il a hésité. Cela a créé une ouverture, et Dieu merci, ma petite fille l'a prise. De toutes ses forces, elle donna un coup de pied dans le genou de son agresseur. Je ne sais pas ce qui était le plus fort, son cri ou le craquement de ses os. Son corps chancela en arrière, et il hurla d'agonie. J'ai vu son regard rencontrer lentement sa jambe.
maintenant entièrement plié dans la mauvaise direction, et la panique envahir son visage. Il trébucha en avant. Sa tête s'est levée pour regarder ma fille, seulement elle n'était plus là. Ses yeux suivirent la traînée de sang à côté de lui. Avant qu'il ne puisse finir, le bras droit d'Aria s'enroula autour de son cou, et s'est resserré. Son corps se tortilla. Même dans la lumière limitée, je pouvais voir son visage changer de couleur. Aria grogna, alors que son agresseur luttait pour échapper à son emprise. Je ne peux pas imaginer la douleur qu'elle a dû ressentir, pour étouffer un homme avec des lacérations aussi profondes sur les bras. Mais cette ténacité intérieure qu'elle a dû tenir de sa mère a tenu bon. Il a continué à se débattre cependant, et dans son agitation, il a pu la frapper. Elle a laissé échapper un petit cri mais a tenu bon. Elle se pencha en arrière, et la prise se resserra. Les mouvements de l'homme ont ralenti, et je pouvais voir que la vie le quittait. Quelques instants plus tard, tout était fini. J'ai ressenti un sentiment de soulagement m'envahir. Ma fille était en sécurité. Elle posa l'homme et rampa sur son téléphone. « Aria, Dieu merci, tu vas bien. » Ce n'était pas le moment de retenir ma joie. Dieu ou qui que ce soit, nous sommes de nouveau en bons termes. « Je vais bien, papa. Ne t'inquiète pas, » répondit-elle. Elle prit quelques inspirations profondes pour se ressaisir. Sa tenue était complètement trempée. Quelle que soit la couleur qu'elle avait eue auparavant, elle avait disparu depuis un moment. Maintenant, c'était un cramoisi profond. « Je n'arrive pas à croire que tu te souviennes du mot de passe. Je suis tellement reconnaissant que tu ailles bien, mon bébé. » dis-je en essuyant les larmes sur mon visage. « Qui était-il? Pourquoi il t'a agressé ?» Elle eut une réaction perplexe sur son visage, et se retourna vers l'homme. Elle poussa son corps contre le mur de la ruelle, pour qu'il soit assis et regarda intensément son visage. Il y eut quelques secondes de silence. « Oh, je pense que je le connais », a-t-elle déclaré. Le grand sourire qu'elle arborait plus tôt était revenu. Sauf que la voir couverte de sang rendait cela moins sain cette fois. C'était en fait un peu effrayant. « Je suis presque sûre que sa petite amie est celle que j'ai tuée jeudi dernier. » J'ai eu une longue vie, et pendant celle-ci, j'ai vécu beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire. Mais si je ne devais en citer qu'une, c'est celle qui s'est passée en Indochine, pendant la guerre. Notez bien ce que je vais vous dire, car en parler fait ressurgir de terribles souvenirs. Donc je ne répéterai pas 2 fois mon histoire. J'avais cru ne plus jamais connaître les horreurs de la guerre, après notre victoire contre les Allemands en 1945. Mais j'ai été appelé pour partir en Indochine française, qui correspond maintenant aux actuels Laos, Vietnam et Cambodge. Le conflit faisait rage là-bas, et la France avait un intérêt à garder cette colonie. Elle a donc envoyé des soldats sur place, même s'ils subissaient encore le contre-coup de la Seconde Guerre mondiale. Et j'étais dans le lot. J'avais un peu d'expérience en tant que soldat. Les précédentes guerres m'avaient forgé un corps robuste et un mental solide. Même si je n'étais pas dupe, cela me serait d'aucune utilité face aux balles. Cette expérience, j'essayais d'en faire profiter mes camarades. Et j'en suis assez fière, car ça nous a permis de nous sortir de situations désastreuses plus d'une fois. C'est en 1953 que j'ai vécu ma plus grande manœuvre militaire. Le 20 novembre pour être précis. La France avait décidé de lancer une vaste opération aéroportée, afin de s'emparer de la plaine de Dien Bien Phu. Celle-ci portait le doux nom d'opération Castor. Alors que la bataille faisait rage, j'ai eu pour mission de contourner les ennemis, et de les attaquer par le flanc. Nous étions une petite escouade, et étant le plus haut gradé, je donnais les ordres. Nous nous sommes engagés dans une forêt qui longeait la plaine. La mission était simple. Avancer furtivement par la forêt, puis attaquer les troupes ennemies par le côté, donnant ainsi un avantage non négligeable à nos troupes. Tout se passait bien. Personne ne nous avait pour le moment repérés, jusqu'à ce que je voie la tête de mon camarade Jean exploser. Il s'était pris une balle en plein milieu du front, faisant gicler son sang, et des bouts de cervelle un peu partout. Bien sûr, comme c'était la première guerre de certaines recrues, qui n'avaient jamais vu la mort d'aussi proche, au lieu de s'abriter rapidement, ils se sont enfuis, malgré mes ordres. Les cons.
Ils se sont tous fait plomber les uns après les autres. Pour ma part, je savais ce à quoi nous avions affaire. Le bruit des coups de feu était toujours identique, et venait du même point, en hauteur. Nous avions en face de nous un sniper, et un bon de surcroît. La stratégie était pourtant simple. Le canarder pour l'obliger à s'abriter, pour pouvoir se déplacer et le prendre par surprise. Mes gars savaient ce qu'ils avaient à faire, et ont donc entrepris un tir de barrage, pendant que j'essayais de m'approcher du sniper. Cette stratégie était la plus efficace, mais pourtant, elle a causé de grandes pertes parmi mes hommes. En effet, on aurait dit que le sniper ne s'abritait jamais, malgré les rafales de tir. Dès qu'un de mes hommes levait la tête pour lui tirer dessus, il se prenait un tir dans la tête. La précision de ce sniper était hors norme. Pour ma part, j'avais réussi à me faufiler jusqu'à l'ennemi. Et quand je l'ai vu, j'ai été très surpris. Notre fameux sniper était un cadavre en décomposition. Il n'avait presque plus de peau sur les os. Il était allongé sur le ventre, et dans ses doigts squelettiques se tenait un MAS 49, qui était un fusil semi-automatique français, équipé d'une lunette de grossissement. Je n'étais pas au bout de mes surprises, car celui-ci avait également un semblant d'uniforme de l'armée française. Même s'il était déchiré de partout, j'avais bien reconnu l'écusson sur les épaules, qui était encore en place. Mais je ne me suis pas trop attardée sur les détails, car je n'étais pas dupe. J'avais déjà vu ça ailleurs. C'était un leurre, un piège. Le vrai sniper devait avoir mis le corps d'un de nos soldats ici, pour attirer nos troupes sur lui, et pouvoir les canarder d'un autre endroit. Je devais donc faire vite, car j'étais tombée tout droit dans la gueule du loup. Il me fallait trouver un abri. Alors que je me retournais pour me cacher derrière un rocher, j'ai senti une vive douleur au torse. Je m'étais pris une balle dans le dos, qui m'avait traversé le corps. Je me suis retournée, et c'est là que je l'ai vu, le squelette du soldat français. Il me faisait maintenant face. Il me regardait de ses orbites vides. Son doigt décharné était sur la détente, et de la fumée sortait du canon de son fusil. Ce n'était pas un leurre, c'était lui, le tireur. Je ne sais pas par quel maléfice les ennemis avaient permis au cadavre d'un de nos soldats de revenir à la vie et obéir à leurs ordres. Mais j'avais la preuve devant moi que cela existait bel et bien. Après m'avoir regardé quelques secondes, le squelette a repris sa position initiale, tandis que je m'étais écroulée sur le sol. Si je ne l'avais pas vu bouger en premier lieu, c'est parce qu'il avait fini son travail de l'autre côté. Tous mes hommes étaient morts. Certains avaient la tête explosée, d'autres s'étaient vidés de leur sang, après avoir reçu une balle dans le cœur. Je me suis dit que j'avais beaucoup de chance de ne pas avoir reçu de balle en pleine tête. Mais que j'étais quand même mal barrée. La balle était ressortie, et n'avait pas touché d'organes vitaux. Donc j'avais peut-être une chance de m'échapper en comprimant ma blessure. Le tireur semblait ne plus faire attention à moi. Alors j'ai rassemblé mes dernières forces pour fuir cet endroit. Alors que j'étais parvenue à quitter la place, je me suis retournée une dernière fois, pour voir mes collègues tomber sur le champ d'honneur, afin de ne jamais les oublier. Et pour le coup, je ne les ai jamais oubliés, pour sûr. Mes hommes, que j'avais vus mourir quelques minutes plus tôt, étaient tous en train de se relever. Même ceux qui n'avaient plus de tête. Tels des marionnettes désarticulées, ils se mettaient en position de tir, comme le squelette. Eux aussi gardaient maintenant cette position pour le compte de l'ennemi. C'était du délire. J'ai quitté les lieux le plus vite que j'ai pu. Et j'ai eu de la chance de tomber sur un médecin en cours de route. C'est grâce à lui si je suis là à vous raconter mon histoire aujourd'hui. Le lendemain, j'avais tout raconté à mes supérieurs. Mais évidemment, ils ont pensé que c'était ma blessure et le choc d'avoir perdu mes camarades qui m'avaient fait délirer. Et ils ne m'ont pas cru. Le soir même, j'étais dans l'avion qui me ramenait au pays. Je n'ai jamais eu de nouvelles de cette histoire, ni de mes camarades. J'ai fait quelques recherches une fois remis de mes blessures, pour voir si d'autres soldats avaient vu ces choses sur le champ de bataille. Mais il faut croire que la précision et la ténacité de ces soldats morts-vivants n'a pas laissé beaucoup de survivants pour qu'ils puissent témoigner. Il y a bien un groupe de soldats américains qui a dit avoir réussi à fuir ces monstres. Mais ils ont tous été fusillés pour désertion. Certains prétendent que c'était une ruse de l'ennemi, pour semer la peur dans le rang de nos soldats, afin d'affaiblir leur mental pendant les combats. Pour ma part, je pense que les plus hauts gradés étaient au courant, mais qu'ils ne voulaient surtout pas ébruiter l'histoire.
pour justement maintenir l'ordre dans les rangs et la motivation des soldats. Enfin, croyez-le ou pas, si la France a perdu cette guerre d'Indochine, et si plus tard même les ricains s'y sont cassés les dents, ce n'est pas à cause de la connaissance du terrain des soldats du Viet Minh, ou d'autres conneries de ce genre. Si on a perdu, c'est parce que nos soldats tombés au combat étaient rappelés de leur sommeil éternel pour tuer nos camarades. Ce qui suit est le fragment d'un enregistrement retrouvé sur un dictaphone appartenant à mon père. Il me l'a confié sans trop se souvenir d'où il le tenait. En janvier 1997, la première diffusion des 4 saisons de Bonne Nuit les Petits s'est terminée. Même si la série a continué à être rediffusée jusqu'en 2006. Mais en 2010, Alain Ladure, qui était l'un de nos producteurs, nous commande une 5e saison. En faisant varier l'animation avec un nouveau système pour animer les pantins. Un décor à l'ancienne en balsa et carton dur, derrière lequel devaient évoluer les acteurs, qui animeraient les marionnettes avec de longues perches. Avec ce système, ils étaient invisibles à la caméra, et gardaient une meilleure prise sur les pantins. Ça révélait plus du choix artistique que du choix pratique. Et d'ailleurs, ça en a agacé plus d'un qu'on change nos méthodes, déjà bien rodées. Mais bon, on est encore loin du cœur du problème. Bref, comme dit précédemment, on a embauché des teneurs de bâton. Ou du moins, on s'apprêtait à le faire. Quand on a reçu une décision de la production, donc de Alain, concernant le recrutement. Pour Pimprenel et Nicolas, on travaillerait avec 2 de ses neveux, des gamins. On n'a pas été trop surpris sur le coup. L'audiovisuel, comme tous les milieux, fonctionne au pistonnage. J'étais ceci dit un peu perplexe par rapport aux conditions de travail spécifiques des gosses. Mais personne n'était très regardant sur le tournage. On avait surtout envie de toucher notre cachet et mettre les bouts. Quand j'y repense, on aurait vraiment dû se méfier un peu plus. On a trouvé en peu de temps un marionnettiste pour Nounours. Un type du nom de Grégory Goudot. De là, les choses se sont enchaînées plutôt vite. Et en tant qu'opérateur, j'ai commencé le tournage du premier épisode avec les gamins et ce Nounours. Bien sûr, c'était loin d'être parfait, essentiellement parce que les séquences traînaient en longueur, avec l'inexpérience des gosses, qui manipulaient leurs marionnettes avec une maladresse atroce. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que nous, l'équipe de tournage, on ne voyait pas les marionnettistes pendant les prises. Les décors les cachaient à nos yeux, et surtout à l'objectif. C'est en enchaînant les épisodes que j'ai pu remarquer que pendant les pauses, les enfants devenaient de plus en plus pâles et nerveux. Ouais, c'est ça. À bout de nerfs. Littéralement. Comme dégoûtés. C'est une des stagiaires en audiovisuel, qu'on avait mis sur la prise de son, qui la première m'a mis sur la voie de ce qui se tramait. En faisant des raccords de son derrière les décors, pour vérifier si elle pouvait mieux recueillir l'audio en se déplaçant derrière, elle avait fini par remarquer quelque chose. Entre les prises, les gamins lâchaient des bruits étranges, tout bas. Le Grégory Goudot, lui, n'était pas en reste de grognement lubrique, à ce qu'il paraît. Enfin bref, vous voyez le truc. Cette stagiaire en a parlé à Alain et moi, au cas où il lui arriverait quelque chose. Et effectivement, Alain l'a viré. Moi, je n'ai rien dit. Comprenez-moi, je n'avais que ce travail, pas d'autre source de revenus, un fils à nourrir. Je vous dégoûte, hein? Je me dégoûte aussi. Parfois, je me dis que j'ai tenu ma langue pour mon fils. Mais d'autres fois, je m'imagine à la place de ces gosses, et je m'en veux encore plus. Les épisodes ont suivi leur cours, et j'ai commencé à noter les trucs malsains qui avaient lieu sous nos yeux, sans que tout le monde ne les remarque. Par exemple, les enfants disparaissaient systématiquement entre les scènes, pour se rendre dans l'une de nos rares loges, réservées au stock des accessoires. Dans le même temps, Grégory s'éclipsait lui aussi, et le costume de nounours avec. Au début, je pense que personne n'y faisait attention. Grégory justifiait ça par une pause clope. Et les gosses? La plupart des travailleurs sur le plateau couraient tout le temps dans tous les sens, alors... Vers la fin, on s'est retrouvés moins nombreux. Beaucoup de licenciements avaient été effectués. Avec du recul, je pense que beaucoup avaient flairé l'embrouille.
Parce que Grégory ne sentait jamais la cigarette. Et plus le temps passait, plus les neveux du patron faisaient peine à voir. Ceux qui savaient et sont restés, comme moi, ont préféré se taire. Quand on est arrivé à 2 épisodes de boucler ce tournage nauséabond, les choses se sont corsées. On a trouvé le corps d'Alain, pendu dans son bureau de producteur. Il avait dû faire ça dans la nuit, en y restant après le départ de l'équipe. À partir de là, on n'a plus revu les gosses. En faisant mes recherches, j'ai appris que Grégory avait demandé un internement en hôpital psychiatrique. Et j'en viens à ce qui m'a fait demander cet enregistrement. Plus que la confiance d'avoir surpris des attouchements pédophiles et de n'avoir rien fait de concret, j'aimerais parler du lendemain de la mort d'Alain. Tout ça, c'est vraiment lourd à porter. Et avec le temps, c'est de pire en pire. J'ai cherché à protéger mes intérêts personnels, à faire vivre ma famille. Aujourd'hui, elle m'a tourné le dos. À l'époque, les clauses de mon contrat étaient strictes. Et la non-divulgation, ça ne plaisantait pas. Plus que risquer un procès et se faire virer. On ne se ferait jamais réembaucher, parce que dans notre milieu, ça tourne vite. J'ai brûlé les bobines de nos tournages. C'était moi. J'ai aussi fait disparaître les derniers effets d'Alain, je le confesse aussi. Mais si j'ai brûlé tout ça, c'est pour ce que j'y ai trouvé. Son téléphone contenait plusieurs messages à l'attention de Grégory, du genre « Loge accessoire, 18h comme d'habitude ». Ou encore « Filme-les mieux que vendredi dernier, la qualité était naze ». En fouillant ce même téléphone, je me souviens encore de l'horreur que j'ai ressentie. J'ai compris pourquoi Alain s'était pendu. Pourquoi Grégory ne se supportait plus. Le fait qu'il se soit fait interner n'était qu'une sorte de suite logique. Parmi ce que j'ai détruit, il y avait aussi plusieurs lettres de coproducteurs anonymes. Enfin, c'est du moins comme ça que les expéditeurs se présentaient. Apparemment, Alain devait de grosses sommes d'argent à des types vraiment louches, qui lui réclamaient plus de contenu. En lisant des morceaux de brouillon du scénario, j'ai compris qu'Alain ne croyait pas un seul instant à une pseudo-nouvelle saison. C'était juste un plan fantôme. Une couverture pour produire ce contenu. Grégory, lui, était loin d'être marionnettiste. En fait, il était caméraman. La preuve, c'est lui qui a filmé le véritable pédophile à toucher les enfants, dans la fameuse loge, avec le téléphone d'Alain. Et en parlant d'Alain, ce tonton si tendre et si affectueux envers ses neveux. Je n'aurais jamais cru le voir jouer un aussi bon nounours que dans cette même loge. Mais ces épisodes-là, j'espère qu'ils ne lui auront pas rapporté un sou. J'aimerais vous parler d'une communauté que j'ai découverte il y a quelques mois. Pour vous donner du contexte, je dois d'abord vous parler de quelque chose dont j'ai honte. Même si c'est relativement commun. J'ai toujours apprécié des vidéos que beaucoup trouveraient écœurantes. Tout a commencé avec les Blackhead Removal et autres évulsions de sébum coincés dans les pores de la peau. Bien vite, ce n'était plus suffisant pour satisfaire mon appétit. Je suis donc passé au traitement de kystes en tout genre. Puis je me suis attaqué aux ablations de tumeurs. J'ai aussi pu découvrir le monde merveilleux des parasites. Pour les amateurs, je recommande chaleureusement le contenu sur les larves des dermatobias. Des mouches ayant une fâcheuse tendance à pondre des œufs, dans la peau de certains primates. Au fil des vidéos recommandées, je suis tombée sur les extractions de dents de sagesse, qui m'ont apporté une grande satisfaction. Malheureusement, peu de chirurgiens dentistes partagent en détail leurs pratiques. J'en ai rapidement fait le tour. Alors que je creusais pour trouver plus de contenu du même genre, l'algorithme m'a recommandé quelque chose de nouveau. Lisa Eye Check, partie 1. La miniature montrait un pouce soulevant une paupière, afin de dévoiler le globe oculaire. Quelques semaines auparavant, j'aurais soigneusement évité cette vidéo. Je suis plutôt frileuse en ce qui concerne les yeux. Je n'irai pas jusqu'à qualifier cela de phobie, mais ça me met mal à l'aise. Pourtant, j'ai cliqué. Avide de nouvelles découvertes. Pensant que ça ferait un peu de changement. La vidéo, publiée sur la chaîne de Mr. Sleepy People, date du 26 octobre 2011. Au début, on peut voir un couple profondément endormi dans un lit. La chambre n'a pas de fenêtre, et les murs nus font plutôt penser à une cave. Le caméraman se rapproche doucement,
avançant jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres du visage de la femme. De sa main libre, il soulève une paupière avec un doigt, rapprochant encore la caméra. D'un autre doigt, il lui touche l'œil, appuyant légèrement dessus. Il répète le même procédé avec l'autre œil, puis soulève les 2 paupières en même temps. La femme et son compagnon sont toujours profondément endormis. Le caméraman fait quelques pas en arrière, puis la vidéo s'arrête. Je me suis sentie mal à l'aise tout le long. Beaucoup trop de détails me dérangeaient. Jusqu'à présent, dans les vidéos que j'avais pu visionner, les sujets étaient toujours consentants. La plupart étaient d'ailleurs entre les mains de professionnels médicaux, dans un lieu stérilisé et adapté à la procédure. Même en l'absence de ces professionnels, un minimum de précautions a été prise, comme le port de gants ou au moins le lavage des mains. Ici, rien de tout ça. Juste un homme tripotant les yeux d'une femme inconsciente, dans des conditions d'hygiène douteuses. Ne sachant pas comment réagir, j'ai jeté un coup d'œil aux commentaires. Tous en anglais. Magnifique. Quel âge a-t-elle? Acceptes-tu les commandes de vidéo? J'aimerais voir du feedplay. Très sexy. J'ai une demande de vidéo spécifique. Quels sont tes tarifs? Je t'ai envoyé un email. J'ai des vidéos à échanger. Plusieurs femmes, yeux clairs. Répondez à ce commentaire si intéressé. À ma grande surprise, la plupart des commentaires étaient encourageants, et le ratio like-dislike était majoritairement positif. Avec mon malaise, ma curiosité grandissait, me poussant à explorer la chaîne. Mr. Sleepy People contenait une 40aine de vidéos, toutes du même genre. Certaines montraient les mêmes femmes, Lisa étant d'ailleurs mentionnée dans 5 titres de vidéos différentes. Certains d'entre eux mettaient en évidence d'autres éléments inquiétants. Quelques-unes des filles étaient indiquées comme inconscientes ou encore ivres. Les vidéos étaient publiées de façon régulière depuis 2011, et la plus récente datait de janvier 2020. Chacune comptait plusieurs milliers de vues et des dizaines de commentaires. J'ai d'abord pensé à un ARG très poussé. Il serait impossible pour une personne de gérer autant de profils différents pour interagir avec les vidéos. Ce devait être un travail de groupe. Autre élément difficile à expliquer, le nombre de jeunes femmes différentes sur la chaîne. Où trouvait-il autant de personnes prêtes à se faire manipuler les yeux? J'ai commencé à parcourir la chaîne, cherchant des éléments qui pourraient m'aider à comprendre ce à quoi j'avais affaire. 2 vidéos ont suffi à me convaincre que Mr. Sleepy People n'était ni un projet artistique un peu sombre, ni une blague. Interrupt Eye Check. Schéma similaire aux autres vidéos. Une femme endormie, un examen des yeux. Vers la fin de la vidéo, la jeune femme referme l'œil qui est maintenu ouvert. Le caméraman s'éloigne brutalement d'elle, coupant la vidéo. Passed out. Mary Eye Check. Cleaning. La vidéo est en format portrait, probablement prise avec un téléphone portable. Après l'habituel examen du globe oculaire, Mr. Sleepy People se sert de la caméra frontale pour se filmer, tandis qu'il rapproche son visage de celui de la femme endormie. C'est un homme. On ne voit que la moitié inférieure de son visage. La paupière est soulevée avec délicatesse. Puis l'œil est léché avidement. La femme ne réagit pas. Un excellent jeu d'acteur ne suffirait pas à réprimer un réflexe de protection des yeux. Marie, si c'est son vrai nom, n'était pas consciente, et probablement pas consentante. Il m'a alors semblé évident que Mr. Sleepy People profitait de jeunes femmes endormies, et parfois droguées. Sa réaction lorsque l'une de ses victimes semblait prête à se réveiller prouvait qu'il le faisait à leur insu. Plus déconcertant. Pour qu'ils puissent ainsi toucher leur visage et ouvrir leurs yeux, ces victimes devaient être au stade du sommeil lent profond. Durant ce stade, il est difficile de se réveiller, et le cerveau devient pratiquement insensible aux stimuli extérieurs. Mr. Sleepy People connaît donc les habitudes de sommeil des personnes qu'il filme. Pire encore, il doit probablement les regarder dormir, attendant le moment opportun pour accéder à leurs yeux sans être importuné. Après avoir visionné plusieurs examens de l'œil, YouTube a commencé à me recommander d'autres vidéos semblables. Mr. Sleepy People n'était pas un cas isolé. J'ai rapidement trouvé des dizaines de chaînes proposant du contenu similaire. Des femmes endormies sont filmées à leur insu. Leurs bras sont soulevés et relâchés, pour montrer la flaccidité de leurs membres. Leurs visages sont touchés, leurs pieds caressés. En commentaire, les autres membres de cette sinistre communauté encouragent celui qui publie la vidéo à faire plus. Parfois, ils demandent des vidéos spécifiques ou proposent des échanges, laissant leur adresse mail pour être contactés.
Les playlists sur certains de ces profils ne sont pas bien rassurantes. La plupart sont centrées sur un aspect. La capacité de la victime, toujours une femme, à consentir. Endormie, évanouie, droguée, elle est un objet à la merci de la personne tenant la caméra. Certaines playlists montrent des techniques d'hypnose, dont ces personnes comptent probablement se servir à mauvais escient. Toute cette communauté est centrée sur le fantasme de la femme dans son état le plus vulnérable. Inconsciente, et dans l'impossibilité de refuser quoi que ce soit. Ses membres sont des hommes adultes, partageant et consommant des vidéos dont ils tirent une gratification sexuelle. Tout cela est fait aux dépens de femmes, qui font souvent partie de leur entourage, comme l'indiquent certains titres contenant les mots « amie »,« cousine »,« coup de ce soir »,« coloc » ou « copine de mon coloc ». Ce qui a fini par me dégoûter, c'est que les femmes sur ces vidéos ne sont pas toutes majeures. Comment témoigner des titres tels que « examen de l'œil sur une enfant » ou encore « j'examine l'œil de ma petite sœur et je joue avec ses cheveux ». Sur les centaines de vidéos des playlists, on peut occasionnellement voir des enfants endormis, traités comme des poupées de chiffon, et qualifiés comme les adultes de sexy, attirantes ou encore délicieuses. S'ils sont capables de poster cela sur YouTube, je n'ose pas imaginer le genre de vidéos que ces hommes partagent en privé. Le plus triste, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre ces personnes. Quand bien même le site trouverait cette communauté et purgerait son contenu, le réseau va au-delà de ce qui est accessible publiquement. Et ces vidéos continueraient à être échangées par mail, ou grâce au service de messagerie instantanée d'autres réseaux sociaux. J'ai effacé mon historique de recherche YouTube, et je prends désormais soin d'éviter les mots-clés, ou de cliquer sur les vidéos, y compris celles que je consommais avidement, avant de tomber sur Mr. Sleepy People. Ces choses qui pourraient me faire retomber sur de telles communautés. Bien que sa découverte m'ait forcé à remettre en question mes tendances voyeuristes, sur des personnes consentantes, et entre les mains de professionnels médicaux, je tiens à le rappeler. C'est quelque chose de plus concret qui me tient désormais éloigné de certaines parties cachées de YouTube. Je n'ai aucune envie de tomber un jour sur une vidéo montrant une femme que je connais. Et je ne veux surtout pas me retrouver face à mon corps endormi, manipulé à mon insu, par un homme de mon entourage. J'arrive sur mes 30 ans. J'ai une vie active, un homme avec qui j'espère me marier, un bon travail. Il n'y a pas longtemps, mon fiancé m'a fait remarquer que je ne parlais jamais de mon enfance avant mes 13 ans. J'ai eu comme un déclic. Il avait raison. Pourtant, il n'y avait aucune mauvaise volonté de ma part, ni aucune honte qui me poussait à cacher mon passé. Je l'avais simplement occulté. Quand j'ai réalisé ça, que j'avais moi-même muré cette partie de moi, ce passé, tout m'est revenu. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir fouiné dans ce recoin de mon cerveau. J'ai eu une famille atypique. Je ne sais pas vraiment comment vous raconter tout ça. Alors je vais le faire en suivant l'ordre dans lequel mes souvenirs me sont revenus. Je pense que vous parler de ma famille est déjà un bon début. Commençons par ma mère. Persuadée d'avoir des dons de médium et de guérisseuse, elle a été condamnée à plusieurs années de prison pour la mort de mon petit frère Joseph, après avoir refusé de l'emmener à l'hôpital, suite à une importante brûlure lors d'un barbecue. Avec l'accord de mon père, dont je parlerai plus tard, elle a préféré soigner Joseph à l'aide de ses dons, plutôt que d'appeler les pompiers. C'est ma tante qui, au bout de plusieurs semaines, et suite à mon appel, l'a emmené d'urgence à l'hôpital. Sa blessure s'était infectée, et les docteurs ont dû amputer sa jambe gauche. Mais il était bien trop tard. Mon frère Joseph est mort à l'âge de 10 ans. J'ai ensuite été placée chez ma grand-mère maternelle, avec l'interdiction pour mes parents de me récupérer. Mon père avait une confiance aveugle en ma mère et ses soi-disant dons. Il ne la remettait jamais en question. Ce n'était pas un homme très intelligent. Elle le dominait en quelque sorte. Aussi, il détournait le regard dès qu'elle nous mettait en danger. Mon frère et moi, volontairement ou pas. Il a fini ses jours seul, dans sa vieille et sombre maison de la campagne bretonne, à regretter sa vie et ce qu'il en avait fait. Voilà dans quel environnement j'ai grandi. Mais malgré tout, ce ne sont pas ces souvenirs qui m'ont fait oublier les 3/4 de mon enfance. Pour tout dire, je n'avais jamais vu ma grand-mère avant d'être placée chez elle. Ma mère ne parlait jamais d'elle. Et à chaque fois que l'on évoquait mon grand-père,
Elle entrait dans des crises d'hystérie, que seul mon père parvenait à calmer. Ma grand-mère s'appelait Louise. C'était quelqu'un de calme, qui ne parlait jamais pour ne rien dire. Elle vivait seule dans la forêt près de Rocroi, dans les Ardennes, mais était née et avait grandi en Bretagne. Elle habitait une petite maison de bois très rustique. C'était une femme indépendante, qui s'occupait de son logis avec vigueur. Elle savait se débrouiller, et se servait de sa voiture une fois par mois pour aller faire ses courses en ville. Comme ma mère, et je pense que c'est d'elle qu'a tenu ça, ma grand-mère était versée dans l'ésotérisme. J'avais remarqué certains livres dans sa bibliothèque qui intriguaient la petite fille que j'étais. D'épais ouvrages reliés de cuir, au nom indéchiffrable pour moi. Mais ce n'était pas une sorcière. Disons qu'elle pratiquait plus la magie à la façon des anciens du village. Ceux qui vivent ou ont vécu à la campagne sauront de quoi je parle. C'était plus de la superstition que de la véritable magie. Je me souviens que dans son salon, il y avait un petit guéridon que mamie Louise avait transformé en autel à la mémoire de papy. Je ne l'ai jamais connu, car il est mort avant ma naissance. Elle avait disposé 5 bougies autour d'un cadre contenant sa photo. J'avais interdiction de m'en approcher, et de souffler sur les bougies pour quelques raisons. Ma grand-mère prenait également soin de ne jamais créer de courant d'air dans la maison. On n'ouvrait jamais une porte ou une fenêtre si une autre l'était déjà. Quand le soleil se couchait, mamie déposait un plat recouvert d'une serviette blanche sur le bord de la fenêtre, à l'extérieur de la maison. Avec tout l'amour que je lui porte encore aujourd'hui, je dois admettre que vivre avec elle ne me plaisait pas. Il y avait constamment une ambiance lourde de secrets, de choses non dites, de regards inquiétants, d'interdits. Mamie Louise ne parlait pas souvent, et restait la plupart du temps dans le salon à tricoter. Quant à moi, je passais le temps à gratter le bout rouge des allumettes, pour ne garder que le bois et tenter d'en faire des châteaux. Je m'amusais comme je le pouvais. Je n'osais pas sortir seule dans la forêt, et à chaque fois que je demandais à mamie de m'accompagner, elle restait immobile, sans rien dire. De colère face à son mutisme, me sentant ignorée, je courais parfois jusqu'à la porte d'entrée, bien décidée à aller jouer dehors avec ou sans elle. Mais à chaque fois, au moment de passer le battant, j'étais paralysée de peur. La forêt n'avait rien d'inquiétant. Mais c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas franchir le seuil de la maison sans succomber à une peur panique. Alors je revenais auprès d'elle, qui continuait à tricoter, un sourire satisfait sur le visage. Une fois, en passant devant une bougie, l'air que mon passage avait dérangé l'a soufflé. Ma grand-mère était assise dos à moi, et ne pouvait pas me voir. Alors, comme une petite fille, j'ai tenté de cacher ma bêtise. J'ai pris une des bougies pour allumer la mèche éteinte. Alors que j'approchais la flamme, mamie m'a appelé pour que je vienne près d'elle. Elle savait. C'est peut-être l'odeur de la fumée qui l'avait alertée. Elle m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle. Elle a posé sa main sur ma cuisse. J'ai regardé son visage en pensant y voir de la colère, mais elle pleurait. Sa face était crispée dans une expression de dégoût, et des larmes coulaient sur ses joues. Sa main est doucement remontée le long de ma cuisse vers le haut, comme une caresse. Mamie Louise pleurait toujours, et semblait lutter, retroussant avec peine ses lèvres pour articuler quelque chose. Alors que sa main effleurait mon entrejambe, elle a hurlé. « Rallume la bougie !» Ce que je me suis empressée de faire, terrifiée. Une fois celle-ci allumée, mamie a séché ses larmes, puis sans rien dire, est partie préparer le dîner. Maintenant, j'aborde la partie délicate. Vous êtes libre de croire ou non ce qui va suivre. Je n'écris pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour m'exorciser d'un souvenir que j'avais miraculeusement oublié, et que j'aimerais de nouveau sceller. Un soir, ma grand-mère, comme d'habitude, a mené un plat recouvert d'une assiette en tissu, pour le poser sur le rebord extérieur de la fenêtre. Alors qu'elle ouvrait la fenêtre du salon, j'ai relevé de mon côté celle de la cuisine, pour fermer les volets. J'ai ressenti aussitôt un courant d'air, et j'ai tout de suite pensé aux bougies, avant d'entendre un grand fracas de vaisselle brisée dans le salon. J'ai aussitôt fermé la fenêtre, et j'ai couru pour trouver mamie, livide, devant l'autel dédié à mon grand-père, dont les bougies étaient, comme je le pensais, éteintes. À ses pieds, le plat était brisé. Mamie Louise m'a alors jeté un regard que je n'oublierai jamais, et s'est jetée sur le paquet d'allumettes, vide. Par ma faute. J'avais tout utilisé pour fabriquer un château, qui n'avait même pas tenu. Devant son affolement, je me suis mise à pleurer. Quelque chose n'allait pas. Elle a poussé un petit gémissement, puis est passée devant moi sans même me regarder.
La nuit commençait à tomber, et on n'y voyait déjà plus grand-chose dans le salon. Elle a grimpé les escaliers à toute vitesse. J'ai entendu la porte de sa chambre claquer. Puis plus rien. Un silence qui, encore aujourd'hui, me terrorise. Je ne peux pas m'endormir si je n'entends pas la radio ou la télé. Aux grandes dames de mon fiancé. J'ai ramassé les morceaux du plat et récupéré la serviette en tissu. Jusque-là, je n'avais jamais pu voir ce que mettait Mamie Louise dans ce plat. Qu'elle s'évertuait à poser sur le rebord de la fenêtre, tous les soirs, à la nuit tombante. Je croyais à de la nourriture, mais il n'en était rien. J'ai découvert ce soir-là une petite poupée de chiffon, avec de la laine jaune en guise de cheveux et une petite robe rose. J'étais terrifiée. C'était moi dans ma tenue de nuit. La robe avec laquelle je dormais. J'ai alors entendu la porte de la chambre de ma grand-mère s'ouvrir doucement. Des pas lents ont commencé à descendre l'escalier. Sans savoir pourquoi, je me suis ruée derrière le canapé pour me cacher. Quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression que mamie essayait de se faufiler sans que je ne l'entende. Au fond de moi, je sentais que ce n'était pas Mamie Louise qui descendait l'escalier, que quelque chose d'autre était dans la maison avec moi. J'ai entendu sa voix, beaucoup plus proche que je ne le pensais. J'ai levé la tête. Elle se tenait juste devant le canapé. Aujourd'hui, je crois, sans savoir pourquoi, qu'elle savait où je me cachais avant même d'être en bas. Je me suis levée et je suis sortie de ma cachette. Que pouvais-je faire d'autre? Elle s'est approchée de moi et m'a serrée dans ses bras en m'assurant que tout allait bien. Je l'ai cru. J'avais envie de la croire. J'étais une enfant terrorisée. Elle a pris ma main dans la sienne. Je me sentais presque rassurée. Puis, elle s'est assise dans son fauteuil et m'a invitée à venir sur ses genoux. Il faisait noir. La nuit était totalement tombée. Je ne distinguais pas bien son visage, mais je crois qu'elle souriait. Je me suis assise sur ses genoux face à elle. D'une manière ou d'une autre, je n'osais pas lui tourner le dos. Elle a caressé mes cheveux puis ma joue, essuyant mes larmes. Sa main est descendue le long de mon épaule, puis s'est attardée sur ma poitrine naissante. J'ai à nouveau senti que quelque chose n'allait pas. Je n'aimais pas la façon dont elle me touchait, ni son sourire qui s'était élargi. Elle dégageait une odeur d'alcool et de tabac qui me donne encore la nausée quand j'y repense. J'ai repoussé sa main et je me suis levée, toujours lui faisant face. Son sourire s'est estompé. Elle s'est levée d'un bond et s'est jetée sur moi. Elle a enfilé quelque chose sur ma tête et a recouvert mon visage. C'était épais, élastique, et ça m'empêchait de respirer. J'ai tout de suite compris qu'elle essayait de m'étouffer, avec le bonnet de bain qu'elle utilisait pour garder ses cheveux au sec sous la douche. J'ai essayé de hurler, mais je ne pouvais pas reprendre mon souffle. Je me débattais, griffais ses mains qui me maintenaient avec une force sidérante. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Probablement pas longtemps, même si ça me paraît une éternité. J'entends encore aujourd'hui le son de sa voix. Les mots qu'elle a prononcés. Sa voix était beaucoup plus grave, mais c'était toujours la sienne. Son accent, en revanche, n'était plus le même. Elle ne cessait de répéter « Tu vas être obéissante, tu vas m'écouter !» Mais soudain, elle a lâché prise et je suis tombée au sol. Elle se tenait devant moi, agrippant son bras à l'aide de sa main, comme pour l'empêcher de se mouvoir. Ses deux membres semblaient lutter l'un contre l'autre. Elle a poussé un hurlement terrifiant et a traversé la maison en courant, a ouvert la porte d'entrée et a disparu dans la nuit. Moi, je suis restée quelques instants à reprendre mon souffle, incapable du moindre mouvement. Ensuite, quand j'ai senti que mes jambes pouvaient de nouveau me porter, j'ai couru tout le long du chemin jusqu'à la ville, m'attendant à tout moment à ce que le monstre qui était devenu ma grand-mère ne se jette à ma poursuite. Mais il n'en a rien été. Je suis tombée dans les pommes, exténuée, devant les portes de la mairie. Écrire tout ça a été difficile. J'ai dû faire de longues pauses. Lorsque l'on m'a retrouvée à l'époque, j'avais dit que quelqu'un s'était introduit dans la maison pour me faire du mal, et que mamie l'avait poursuivi dans les bois. C'était évidemment faux, mais personne n'aurait cru la vraie version des faits. Depuis que tous ces souvenirs ont refait surface, j'ai parlé à ma tante. Elle m'a dit qu'après la mort de mon grand-père, Mamie Louise n'avait plus été la même. Mon grand-père qui d'ailleurs était de se dire un homme mauvais, qui avait plusieurs fois jeté des regards malsains sur ma mère et elle. Le plus étrange dans tout ça, c'est que j'aime toujours ma mamie. Je pense qu'au fond, elle essayait de me protéger. De quoi? J'ai quelques hypothèses mais aucune certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Mamie Louise a gravi les marches de l'escalier ce soir-là, c'était la dernière fois que je la voyais. Quant à ce qui est descendu dans le salon ensuite, à pas de loup,
tentant de se faufiler dans le noir, et qui a disparu dans l'obscurité en hurlant. Je ne saurais probablement jamais ce que c'était. L'histoire qui va suivre m'a été rapportée par le tenancier d'une auberge jurassienne, située dans le département du Doubs, dans le secteur des pôles du froid, connu pour ses hivers particulièrement rigoureux. Vous reconnaîtrez peut-être les grandes lignes d'un fait divers, paru il y a quelques années dans les infos locales, ou avec un peu plus de détails, dans l'Est républicain. Mais la version présentée par ces médias a semble-t-il occulté un grand nombre de détails de l'affaire. Du moins, si j'en crois la version de cet aubergiste, qui aura peut-être vu dans le touriste que j'étais une cible facile pour ses racontards. Il y a quelques années de ça, un village situé non loin de mon auberge se préparait pour les fêtes et le début de l'Avent. Chaque foyer, du plus modeste au plus cossu, s'employait à décorer la maison et le jardin aux couleurs de Noël. L'événement avait pris de l'ampleur d'année en année, et c'était maintenant à qui présenterait les illuminations les plus éclatantes et les décorations les plus originales. Les sapins en ferronnerie, les crèches grandeur nature, et les châteaux de neige illuminés avaient recueilli les suffrages les années passées, et on commençait à se creuser profondément la cervelle à la recherche de nouvelles idées. Une famille, cette année, comptait beaucoup sur une superbe pièce ramenée d'un pays étranger, pour compenser des décorations par ailleurs un peu quelconques. Ayant passé l'été à parcourir la Scandinavie, le jeune frère du mari était revenu à l'automne les bras chargés de souvenirs. Et il n'avait pas manqué d'en transmettre quelques-uns à ses neveux. Parmi ces artefacts, un en particulier va retenir notre attention. Il l'avait obtenu à la fin de son périple, alors qu'il terminait de traverser le nord de la Finlande, et approchait de la frontière russe. Là, il avait trouvé asile dans un village de Sami, et avait rapidement remarqué, trônant chez son hôte, une grande cloche gravée de symboles étranges. Ayant environ le diamètre d'une petite assiette. Le métal avait la couleur jaune clair du laiton, et de petites pierres allongées, diaphanes et bleutées, étaient incrustées çà et là sur son pourtour. Le jeune homme, évidemment, n'avait pas tardé à questionner le chef de famille au sujet de cette cloche, au style si particulier. Lui-même, en fait, ne semblait pas tout savoir. D'après de brèves informations échangées dans un anglais approximatif, elle avait été fondée il y a 300, peut-être 400 ans, à l'époque des évangélisations, et avait pris place au sommet d'un grand clocher de bois, que les fidèles Samis avaient érigé, solitaire, au centre de leur pâture. Ce que signifient les inscriptions, ils l'ignoraient. Peut-être une langue disparue depuis, ou bien des symboles ésotériques, uniquement connus des initiés, de je ne sais quel culte ancien. On évoquait, sans certitude, des conflits avec les représentants de l'Église, qui voyaient dans ces inscriptions un paganisme caché. Et, comble du culot, juché au plus haut de la maison de Dieu. Toujours est-il que le clocher finit par être frappé par la foudre, et brûla entièrement. Le lendemain de cet incident, seule demeurait la cloche, qui trônait, à peine tachée de suie, au centre des décombres fumants. L'instrument était resté depuis dans la famille du vieux Sami, et il voulait profiter du passage d'un étranger dans son pays reculé pour s'octroyer un complément de revenus conséquent en lui vendant la cloche. Il n'y tenait pas autant que ses ancêtres, et l'occasion était trop belle. C'est ainsi que la cloche, d'abord offerte au plus jeune des deux fils de la famille, s'est retrouvée suspendue au-dessus du vieux puits, condamné depuis, qui se trouvait sur la propriété. On l'avait serti pour l'occasion de branches de sapin et de 4 photophores, à la manière d'une couronne de l'Avent allemande. L'ensemble était superbe, et tous les habitants se sont accordés à dire qu'il s'agissait de la plus belle installation du village. Une victoire pour ainsi dire unanime. Dès le premier jour de l'Avent, la famille exultait. Durant la nuit du 1er au 2 décembre, la cloche sonna. Peut-être parce qu'elle avait été conçue pour être entendue, à travers les vastes landes laponnes. Le tintement s'était révélé audible dans tout le village. Pourtant plutôt étendu. D'après la description de l'aubergiste, c'était un timbre profond et vibrant, presque nasillard, assez désagréable. Surtout à 2 heures du matin. Les voisins directs de la petite propriété ont évidemment entrepris de se plaindre du vacarme dès le lendemain. Mais c'était pour découvrir un changement inattendu dans les décorations du puits. Le savant arrangement des rameaux de sapin, qui étaient disposés tout autour du parapet de pierre, avait été dérangé. Signe évident que quelqu'un s'était effectivement approché de la cloche durant la nuit. Mais un autre détail a retenu l'attention des visiteurs. Tout près du rebord, grossièrement sculpté dans de la glace, se trouvait la forme d'un petit mammifère. Une souris, un mulot
Peut-être un rat. La mère de la famille était la seule présente à la maison ce matin-là. Devant ses voisins maintenant plus intrigués qu'agacés, elle n'a su donner que des suppositions. Peut-être une blague d'un enfant du voisinage. Peut-être une surprise de son mari ou de ses fils. Je me l'imagine confuse, confrontée sans trop savoir pourquoi, à des amis qui ne savent pas choisir entre reprocher le tapage et féliciter le mystérieux auteur de la petite effigie, et forcée à faire des suppositions auxquelles elle ne croyait pas vraiment. Elle avait entendu la cloche comme tous les autres. Mieux que tous les autres sûrement. Et elle était comme eux, dans le flou. Si quelqu'un de sa famille était responsable, c'est que cette personne tenait bien sa langue. La nuit suivante, peu avant minuit, la cloche sonna à nouveau. Au matin, c'était devenu le sujet de conversation récurrente, d'une bonne partie du village. Mais on tendait à faire reculer les plaintes devant le prodige qui s'était produit. Aux côtés du petit rongeur qui disparaissait sous la neige de la nuit passée, se trouvait maintenant un écureuil de glace. Ses formes grossièrement réalisées étaient pourtant, dans leur épure, d'une précision anatomique. À présent, on se demandait davantage qui était le mystérieux sculpteur, et si le coup de cloche aux vibrations menaçantes réveillait tout le village plus sûrement que le vieux Bourbon fatigué de l'église locale. Il était sûrement l'annonce que le farceur allait déposer une nouvelle sculpture auprès du puits. Les nuits de l'Avent se sont succédées, suivant ce même modèle. La nuit d'après, elle a résonné à minuit 30. Au matin, un furet de glace à la gueule béante se tenait au pied des décorations du puits. Le lendemain, un coup puissant à 3 heures passées annonça la venue d'un lapin. Hibou, fouine, ramier, puis renard et chevreuil. Nuit après nuit, la troupe d'animaux s'agrandissait. Et l'émerveillement des habitants s'amplifiait. On n'avait jamais rien vu de tel depuis l'établissement du concours. Mais il y en avait qui ne s'émerveillaient pas. C'était la famille concernée. La neige était régulièrement présente depuis le début du mois. Et le sculpteur ne laissait jamais aucune trace. Chaque nuit, on s'introduisait sur leur propriété, à leur insu. Les branches de sapin étaient plus bousculées que n'aurait pu le faire un simple passant qui viendrait sonner la cloche. À force, l'accumulation des animaux devant le puits finissait par être ressentie par les membres de la famille comme une menace. Et le plus jeune fils, à qui la cloche appartenait à l'origine, est resté plusieurs nuits à veiller à sa fenêtre, sans rien repérer d'anormal. Souvent, il s'endormait avant l'accomplissement du forfait, et ne se réveillait qu'au son de la cloche, qui semblait signifier la fin. Tout juste un nuage glacé entourait le puits, pour marquer le passage de l'auteur des sculptures, et se dissipait rapidement. Jusqu'au dernier jour précédent Noël, le jeune garçon est resté sans réponse. Mais la nuit du 23 au 24 décembre, la vision qu'il avait eue, et qui avait valu pour ses proches un témoignage paniqué, et cru difficilement, devait le motiver à s'approcher dangereusement du puits, auprès duquel s'attroupaient des animaux de plus en plus gros, emboîtant le pas aux chevreuils et aux cerfs. Le dernier en date était un sanglier. Fuyant la vigilance de ses parents, l'enfant s'était penché au-dessus de l'ouverture, et n'avait pas manqué d'y apercevoir, à quelques mètres sous lui, la forme inerte de la carcasse d'un grand mammifère. Répondant à ses cris paniqués, le reste de la famille accourait à son tour, bousculant au passage les effigies de glace, qui rendaient maintenant le puits difficile d'accès. Confirmant ce que son fils avait vu, la mère était allée glaner un treuil chez les habitants du village, et on commença à remonter du conduit un sinistre bestiaire. 22 animaux morts, un pour chaque sculpture, parfaitement conservés par le froid qui régnait à cette époque de l'année. Les fourrures et les plumes n'en étaient pas moins maculées du sang gelé, l'arrière du crâne étant toujours sauvagement mordu, et complètement écrasé pour les plus fragiles, à l'instar des petites dépouilles des premiers animaux. L'ensemble du village était au courant le soir même. En ce jour de réveillon, la nouvelle jetait un froid. Chacun fut d'accord pour bazarder les sculptures et décrocher la cloche. On allait essayer d'écarter l'incident, de vivre les fêtes comme on aurait dû les vivre, et de régler définitivement le mystère après le repas du 25 décembre. La famille et les invités ont finalement passé un réveillon teinté, tout juste d'une légère angoisse, alimenté sur la faim par les allers et retours du cadet au jardin, qui insistait pour veiller dehors auprès du puits, maintenant silencieux, malgré les rigoureuses réprobations de ses parents. Assez tard dans la nuit, on partit finalement se coucher, en comptant bien sûr chacun rester sagement dans son lit. Les villageois, finalement, se sont réveillés le lendemain sans avoir été perturbés par un des sons de cloche qui avaient hanté les nuits précédentes. On pensait, satisfait,
que tout était enfin terminé. Au matin, c'est la sculpture d'un jeune enfant qui se trouvait devant le puits. La disparition de cet unique témoin, d'une apparition à laquelle personne ne croyait vraiment, donne pourtant plus de crédit à son histoire. Le matin d'avant, le malheureux enfant décrivait à ses parents une créature serpentine, au long museau et à la fourrure noire, qui se déplaçait avec aisance, en promenant ses courtes pattes griffues sur l'épaisse couche de neige, et déposait près de son âtre un hommage à sa victime du jour. Il se glissait rapidement, sa proie dans la gueule, au fond du puits où sa courte queue disparaissait finalement en tapant la cloche au passage. Comment as-tu pu prendre autant de place dans ma vie, sans que je ne m'en rende compte? Tu es apparu il y a des années, de manière que je qualifierais aujourd'hui de sournoise. Tu as fait ton apparition sans crier gare. Je n'ai pas fait attention. Je t'ai laissé venir et t'installer confortablement. Comme j'aurais dû me méfier. Je le regrette maintenant. Tu es là, tu es installé, et tu ne veux plus me quitter. Je ne veux pas de toi. Je te repousse, mais c'est plus fort que moi. Tu prends le dessus à chaque fois. Enfin, je te laisse prendre le dessus. Au début, tu étais discrète. Tu te manifestais que de manière ponctuelle, profitant d'un moment de faiblesse de ma part, pour venir m'embrouiller l'esprit, avec tes paroles semblables à un fruit, qui paraît beau à l'extérieur, mais est totalement pourri à l'intérieur. Sur le moment, je l'avoue, tes paroles étaient réconfortantes. Tu avais les mots qui faisaient mouche, qui allaient toujours dans mon sens. Mais j'aurais dû me douter que derrière ces paroles faussement bienveillantes, se cachait une noirceur incontrôlable. Puis il y eut ce garçon. Il me faisait rire, m'aimait et me faisait prendre confiance en moi. À ce moment-là, tu t'es tue. Tu t'es mise à l'écart, pour mieux me tomber dessus par la suite. Dès que ce garçon m'a tourné le dos et m'a abandonnée, tu t'es empressée de revenir, plus forte, et avec des mots que tu n'avais encore jamais utilisés avant. S'il est parti, c'est de ta faute. Tu n'es rien. Qui voudrait de toi? Je t'ai cru pendant un temps, mais j'ai réussi à te faire taire et te remettre à ta place. Et il y eut cet autre garçon. Lui aussi m'aimait, et même encore plus que le précédent. En tant qu'amoureuse de l'amour en lui-même, je l'ai aimé de toutes mes forces, te faisant taire presque totalement. Tu as essayé plusieurs fois de revenir me chuchoter des mots abjects dans le creux de l'oreille. Mais je ne t'écoutais pas. Telle une enfant, je me bouchais les oreilles et parlais très fort pour couvrir ton affreuse voix. Mais encore une fois, j'ai été abandonnée par celui que j'aimais. Tu n'as pas tardé à revenir, plus puissante que jamais. Tes mots étaient encore plus terribles. Tu as compris que tu ne sers vraiment à rien maintenant? Regarde-toi. Ils te tournent tous le dos à un moment donné. Tu devrais prendre ces médicaments. Ça t'aiderait à aller mieux. Tu veux arrêter de m'entendre? Alors meurs! Tu as bien failli arriver à tes fins cette fois-là. Je t'ai laissé t'installer. Je commençais à croire tout ce que tu me disais. Pour finalement me faire perdre confiance en moi. Ces paroles que tu chuchotais à mon oreille. J'ai fini par me les dire à voix haute. J'ai fini par les croire. Je ne sers à rien. Je ne manquerai à personne si je mourais. Mais j'ai réussi à être plus forte que toi. Je me suis battue. Seule au début. Puis il est arrivé. Différent des autres. Voyant le réel moi. Et surtout, en te voyant toi. Ne me tournant pas le dos. Subissant tes venues impromptues. Et te repoussant à ma place quand je n'en avais plus la force. 15 ans que tu es là. 15 ans que je te côtoie tous les jours. Que je te repousse autant que je te laisse venir, dans mes moments de faiblesse. Me chuchoter des mots qui me mettront plus bas que terre. J'ai compris depuis longtemps ce que tu cherches à faire. Tu espères que je vais baisser les bras. Que je vais te donner raison. Que je vais céder à tes supplications et me faire du mal physiquement. Parce que mentalement, ça tu t'en charges très bien. Mais j'en ai assez aujourd'hui. J'en ai assez de répondre. Oui, ça va, quand on me le demande. Alors que c'est faux.
J'en ai assez de porter ce foutu sourire hypocrite. Mentir à tout le monde, paraître équilibré, alors que c'est le bordel dans ma tête. J'ai conscience que le chemin sera dur, que tu feras sûrement toujours partie de moi, que tu essaieras continuellement de revenir pour me mettre à terre. Mais maintenant, je me relèverai toujours. Je te le dis maintenant haut et fort, car je n'ai plus peur de toi. Va te faire foutre. Putain de dépression. Maman me déteste. Elle n'a Dieu que pour mon grand frère. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne fais pas de bêtises. Je suis tout le temps sage et je ramène des bonnes notes. Je fais tout bien comme mon grand frère. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas le même papa? Parce que le papa de mon frère est mort d'une maladie? Ou peut-être parce que mon papa à moi n'était pas très gentil et frappait souvent maman au visage? Pourtant, papa n'est plus là maintenant. Maman a dit qu'il était parti dans une grande maison avec des barreaux qui empêchent les méchantes personnes de sortir. Quand maman nous couche le soir, mon grand frère a droit à une histoire et un baiser posé sur son front. Moi, je n'ai rien. Pas même un bonne nuit ou fait de beaux rêves. Pourtant, j'en aurais besoin de ces quelques petits mots. Parce que mes nuits sont horribles. Je fais tout le temps des cauchemars. Mais je suis sûre que ça passera. Je suis sûre que si je redouble d'efforts, maman finira par le remarquer et me fera les mêmes câlins qu'elle fait à mon frère. À l'école en ce moment, nous préparons le cadeau de la fête des mères. J'ai hâte de lui offrir le mien. Je suis sûre que ça va lui plaire. C'est une carte décorée de cœurs et de fleurs. Et à l'intérieur, j'ai écrit un joli poème et collé une photo de moi armée de mon plus beau sourire pour montrer à quel point j'aime maman et que je veux qu'elle m'aime en retour. J'espère que cette année, elle va l'accrocher au mur comme elle le fait avec les cadeaux de fête des mères de mon frère. Je pense qu'elle n'affiche pas les miens parce que ceux de mon frère sont plus jolis. Il est très doué en dessin. Donc je comprends que maman préfère afficher les siens. Je pense qu'elle range les miens dans une boîte ou quelque chose comme ça. C'est le grand jour. J'ai tellement hâte de rentrer de l'école et offrir à maman son cadeau. J'imagine déjà sa réaction. Elle va être tellement heureuse de voir les progrès que j'ai faits en dessin. Je me suis inspirée des dessins de mon frère pour faire les miens. Et il m'a aussi beaucoup aidée. Le repas du soir s'est déroulé comme d'habitude. Ma maman et mon frère ont discuté ensemble de leur journée et moi, j'ai écouté. Je ne parle pas pendant le repas, sinon je me fais disputer. Alors j'écoute. Une fois le repas fini, mon frère et moi sommes allés chercher nos cadeaux de fête des mères. Mon frère m'a regardé et m'a adressé un sourire. Lui aussi était sûr que mon cadeau allait plaire à maman. Comme tous les ans, mon frère est passé en premier et a offert son cadeau à maman. Elle a tout de suite souri en découvrant le magnifique mug en argile décoré de petites étoiles et de cœurs. Maman a dit qu'elle allait boire son café dedans tous les jours à partir de maintenant. Elle a posé le cadeau et a fait un câlin à mon frère. Puis elle a tourné le regard vers moi et son sourire a disparu. Elle me regarde comme elle regardait papa avant qu'il ne parte. Mais ce n'est pas grave. Je m'approche et je lui tends ma carte avec un grand sourire. Vu que maman ne veut pas sourire, alors je souris très fort pour toutes les deux. Elle a pris la carte, l'a ouverte, a lu le poème et l'a reposé sur la table. Elle m'a regardée et m'a simplement dit « Merci ». Mince, je suis déçue. Elle n'a pas aimé le poème. Ou peut-être que j'ai fait des fautes d'orthographe et elle n'aime pas ça. J'aurais dû faire comme mon frère et lui fabriquer quelque chose d'utile. Un mug, ça c'est utile, alors qu'une carte... Pendant la nuit, je me lève pour aller boire un verre d'eau. La cuisine est toute noire. Ça me fait un peu peur, mais je n'allume pas la lumière. Ça pourrait déranger maman. Je prends mon verre d'eau, et une fois fini, je le dépose dans l'évier, et remarque le joli mug de mon frère posé avec les autres mugs. Je remarque aussi ma carte, déposée dans la poubelle avec les ordures. Des larmes commencent à couler doucement sur mes joues. Pourquoi maman ne m'aime pas comme elle t'aime toi? Pourquoi tu fais toujours les choses mieux que moi? Je veux qu'elle me regarde, comme elle te regarde. Maintenant, je sais comment faire. J'ai travaillé toute la nuit sur ça. Je n'ai pas dormi et je suis toute sale, mais je suis fière de moi.
Maman va être contente de voir comme je me suis appliquée. Découper la peau de ton visage n'a pas été facile. Heureusement que le coup de couteau que je t'ai donné dans la gorge a fait en sorte que tu ne bouges plus. Mais maintenant c'est bon. Si elle voit ton visage quand elle me regarde, elle me sourira enfin comme elle te sourit. Et nous serons totalement heureux. Parce que maintenant, je suis comme toi, grand frère. On m'a diagnostiqué un cancer du cerveau très agressif, la semaine dernière. Mon temps restant ne se compte plus en années ou en mois, mais bel et bien en jours. Avant de partir, je veux tout avouer. Je veux expier ma faute. Ou du moins alléger ma conscience. J'ai vécu avec ça une partie de ma vie. Mais maintenant que ma mort est proche, je ne peux plus garder ce secret en moi. Alors écoutez bien ceci, car ceci est la confession d'un mourant. Que savez-vous des immortels? Vous allez sûrement me dire que vous en avez vu à la télé, dans des séries comme Highlander, ou dans des bandes dessinées, ou des comics. J'étais comme vous. Pour moi, les immortels c'était Wolverine et compagnie. Ce n'était pas réel. J'ai fait des études de médecine, en vue de devenir chirurgien. Vous savez que je suis plombier. C'est donc que j'ai dû arrêter ma carrière à peine naissante, pour une raison ou une autre. Bref, j'étais jeune diplômée à l'époque, et j'avais postulé dans tous les hôpitaux du pays, et même à l'étranger. Aucun ne m'avait donné de suite favorable, sauf un qui se situait dans la banlieue de Berlin, en Allemagne. Bon, je devais quitter ma famille et mes amis pour aller poursuivre ma carrière dans un pays dont je ne parlais même pas la langue. Mais c'était l'occasion inespérée d'acquérir de l'expérience, auprès de chirurgiens professionnels. Je me suis donc installée à Berlin, dans une chambre de bonne. Il n'y avait aucun confort. Mais je savais que c'était temporaire. Une fois l'expérience acquise, je retournerai en France pour y trouver un poste à plein temps dans un hôpital prestigieux de Paris. Les premiers mois ont été difficiles, la barrière de la langue n'aidant pas. Je m'efforçais à observer les opérations. Je prenais des notes. Je posais des questions en anglais, mais presque aucun chirurgien ne parlait cette langue. Au bout d'un an, à l'aide de cours particuliers, j'arrivais à comprendre l'allemand, et je pouvais enfin discuter avec mes tuteurs. J'ai pu parfaire mon apprentissage, et enfin assister les chirurgiens pendant les opérations. Je progressais à une vitesse folle, car il y avait énormément d'opérations par jour. En effet, cet hôpital n'était jamais à court de patients. Ils venaient des 4 coins du pays, et même de l'étranger. Et pour cause, l'hôpital avait la réputation de ne jamais être à court d'organes pour les greffes. Cœur, reins, poumons. Je ne savais vraiment pas comment ils faisaient. Mais ils en trouvaient toujours très rapidement. J'avoue que certaines pensées m'étaient venues à l'esprit, comme un trafic d'organes dans la ville. Mais il n'y avait aucune preuve. Et surtout, c'était une aubaine pour moi de pouvoir assister à toutes ces opérations. Une nuit, alors que j'étais restée dans l'établissement jusque tard dans la nuit, afin d'étudier certains ouvrages sur les greffes présents dans le bureau du docteur Haussmann, je me suis endormie, le nez dans les livres. Il faut dire que la chaise du bureau du docteur était tout sauf inconfortable. J'ai été réveillée par des cris d'un homme. C'est normal dans un hôpital, me direz-vous. Mais c'était des cris d'agonie. C'était affreux. Je suis sortie du bureau, et j'ai commencé à chercher d'où ça venait. Je suis allée voir l'infirmière de garde. Mais selon elle, aucun patient n'avait crié. Je retournai dans le bureau du docteur, quand je les ai entendus une nouvelle fois. Cette fois, j'ai su reconnaître la provenance de ces cris. Ils venaient de derrière une porte qui menait vers le sous-sol de l'hôpital. Sur celle-ci, il y avait un gros panneau, Kein Eintritt, entrée interdite. Évidemment, je voulais venir en aide à la personne, mais la porte était fermée. Les cris ne se faisant plus entendre, après que j'ai posé les yeux sur la porte, je suis rentrée chez moi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai tout de suite posé des questions au docteur, lui demandant ce qu'il y avait derrière cette porte, et pourquoi on pouvait entendre des cris la nuit, venant de derrière celle-ci. Lui qui avait toujours été gentil et souriant, s'est montré à ce moment-là sous un tout autre jour. On pouvait lire la colère dans ses yeux. Après m'avoir saisi par le col, il m'a plaqué contre le mur,
en me répétant que ce qu'il y avait derrière cette porte ne me regardait pas, et en me menaçant de me virer avec perte et fracas si je continue à mettre mon nez là où il ne fallait pas. Je ne voulais pas risquer ma carrière en me faisant virer de mon tout premier poste. Alors je n'ai pu repenser à cette affaire durant quelques mois. Mais, une nuit où j'étais de garde, j'ai eu besoin d'une agrafeuse. Et je me suis souvenu qu'il y en avait une dans le bureau du docteur Haussmann. Et, évidemment, en allant à son bureau, j'ai de nouveau entendu ces hurlements, venant de derrière la porte. C'étaient les mêmes que la dernière fois. Et comme cela remontait à des mois, ça voulait dire que c'était la même personne qui souffrait là-bas. Je tenais à ma carrière, il est vrai. Mais j'avais encore des valeurs. Je ne pouvais pas laisser cet homme comme ça, sans rien faire. Je me suis rappelé que le docteur gardait un trousseau de clés dans son bureau. Je suis allée les chercher, et j'ai essayé toutes les clés sur cette porte. Et par chance, il y en avait une qui fonctionnait. Je suis descendue dans les sous-sols de l'hôpital, tout en essayant de repérer d'où venaient les cris. Je suis finalement arrivée devant une autre porte, en métal. Au travers des cris de l'homme, je pouvais entendre 2 personnes parler en allemand. Je suis restée quelques minutes devant la porte, avant que les cris ne cessent. J'ai longuement hésité, mais j'ai fini par entrer. Dans la pièce, il y avait une salle de chirurgie. Un homme était allongé sur la table d'opération, la poitrine complètement ouverte. Devant la table, il y avait le docteur Haussmann et l'infirmière en chef. Dans les mains du docteur, un cœur humain, fraîchement retiré du torse du patient allongé sur la table. Il me regardait, les yeux grands ouverts. Il a posé le cœur dans une glacière, puis a enlevé son masque. J'étais terrifiée. Je pensais déjà au pire. J'étais prêt à détaler et à aller avertir la police. Le docteur m'a demandé d'attendre, d'écouter ce qu'il avait à me dire. Et que si à la fin de notre discussion, j'avais encore envie d'avertir la police, il me laisserait le faire. J'étais vraiment contre cette idée. Mais quelque chose m'a fait changer d'avis. L'homme dont on venait de prélever le cœur avait ouvert les yeux. Je n'en revenais pas. Il demandait de l'aide. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Le docteur m'a donc tout expliqué. L'homme qui était couché là était immortel. Ils existent bel et bien, mais préfèrent se fondre dans la masse. Et pour cause. Si le monde apprenait leur existence, ils deviendraient des cobayes, des curiosités destinées à être exploitées par la science, dans le but de leur livrer leurs secrets. Mais ce n'était pas dans cet objectif qu'ils en détenaient un ici. Il m'a demandé combien de vies avaient été sauvées dans cet hôpital, depuis que j'étais arrivée ici. Combien de demandeurs d'organes avaient pu avoir la vie sauve, grâce aux greffes faites dans les temps. Il y en avait énormément. Facilement 30 fois plus que dans les autres hôpitaux. C'est là qu'il m'a révélé leur but. En effet, les immortels étaient une source d'organes illimitée. À chaque fois qu'on leur prélevait un organe, cœur, foie, rein, ils repoussaient aussitôt. Parfois, lorsqu'on prélevait le même organe trop de fois de suite, ils pouvaient mettre plus de temps à repousser que d'habitude. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas subvenir aux besoins des autres hôpitaux. Que tout ceci devait rester secret, pour le bien des patients. Habituellement, ils le mettaient sous sédatif pour le laisser inconscient. Mais lorsqu'on prélevait les organes, il ne faisait plus effet. La douleur le réveillait, et malheureusement pour lui, il devait supporter toutes ces opérations à vif. Ils évitaient de le tuer, pour avoir des organes aussi préservés que possible. Il a fini par me poser une question. Es-tu prêt à sacrifier tous les hommes, femmes, enfants, qui attendent la greffe d'un organe, uniquement pour sauver une seule personne? Une vie contre des milliers d'autres. Que choisis-tu? La réponse paraît évidente, mais croyez-moi, lorsque vous êtes confronté à ce choix directement, ce n'est pas si facile. Laisser ce pauvre homme se faire torturer, encore et encore, ou bien fermer les yeux sur tout ceci, sauvant ainsi des milliers de demandeurs d'organes. J'ai regardé une dernière fois l'homme. Je lui ai dit à quel point j'étais désolée, avant de partir. Le lendemain, j'ai démissionné. J'avais préalablement informé le docteur que je ne dirais rien à propos de tout cela. Puis je suis revenue en France. Je n'ai plus jamais pratiqué depuis. Voilà, ceci est mon péché, même si j'ai fait cela dans le but de sauver le plus grand nombre. Savoir qu'un homme se fait torturer tous les jours depuis 20 ans est insupportable.
J'ai l'image de son regard implorant dans la tête depuis ce jour-là. Mais entre vous et moi, qu'auriez-vous fait à ma place ? La réserve du Dja au Cameroun comporte l'une des forêts vierges les plus vastes d'Afrique, au cœur de laquelle des siècles d'histoire se sont amassés. Encore aujourd'hui, plusieurs ethnies cohabitent dans la zone. Mais une seule tribu, séculaire, vit véritablement au cœur de la forêt, et a été autorisée à conserver son mode de vie basé sur la chasse traditionnelle. Il s'agit de la tribu Baka, que l'on assimile aux pygmées. Initialement nomades, la colonisation du continent les a forcés à abandonner leur fonctionnement, basé sur le campement forestier pour se sédentariser, et fondé divers villages au cœur de la réserve, n'ayant malgré tout perdu qu'une partie de leur aura mystique et traditionnelle. C'est au cœur de ces villages qu'une légende revient régulièrement dans la bouche des plus anciens. Une légende si archaïque qu'eux-mêmes la tiennent d'aïeux, qui eux aussi la tiennent d'aïeux. Dans la réserve du Dja, il existerait un endroit maudit par les ancêtres des Baka, pour y sceller une entité malfaisante, bien avant que la réserve n'en devienne une. Un lieu qui respirerait la mort et l'attirerait à lui, depuis plus de 500 ans. Selon la légende en question, à l'époque où les tribus pygmées Aka et Baka n'en formaient qu'une seule et même, une entité malveillante sortie de terre pour détruire les récoltes et anéantir les campements en avant-course des tornades et des vents d'une puissance incroyable. La tribu d'origine, alors appelée Bakaha, réussit à repousser l'esprit jusqu'au fond de la caverne dont il était sorti et à l'y sceller dans un tombeau de pierre, en sacrifiant 15 sorciers, dont les corps contiendraient le pouvoir de la terrible déité. L'entrée de la cavité fut laissée ouverte au grand jour, afin que les hommes et animaux sur le point de mourir puissent venir y rendre leur dernier souffle, et permettre à l'entité de calmer sa soif de destruction, en lui offrant une vie, retardant ainsi la rupture du sceau. Mais très vite, autour de la grande arche qui marquait l'entrée de la caverne, les fleurs pourrirent, les animaux moururent, et la terre se dessécha. De toute évidence, les dieux avaient abandonné ce lieu, préférant détourner le regard de la puissance malfaisante qui y était contenue. Furent alors gravés sur l'arche de pierre les mots « Val, Kabiki, Yaouna », ce qui signifie « où les dieux ne viennent pas ». Peu après, la légende raconte que la tribu originale se sépara en deux, donnant les Baka et les Aka. Ces derniers refusant de rester dans la région, du fait du pouvoir maléfique de l'entité, et préférant partir en direction de l'Afrique centrale. Au fil des siècles, l'endroit serait devenu un gigantesque ossuaire, qui attirerait naturellement les mourants en son sein, humains comme animaux. Toujours selon les dires des anciens Baka, la venue de l'homme blanc aurait bouleversé ce processus, en s'évertuant à changer leurs croyances. Et l'accès au lieu où les dieux ne viennent pas aurait été à jamais perdu, l'entité ne voyant plus aucune valeur mystique en eux, plus aucun intérêt à se repaître de leur vie. Néanmoins, alors que depuis le début des années 50, la tribu est en pleine aliénation culturelle, l'une des bonnes sœurs mandatées par le père Ignace Delem pour fonder le village Moang-le-Bousquet, destiné à éveiller les Baka à l'éducation et la religion, lui envoie un étrange courrier au matin du 10 juillet 1957. Voici ce que ce courrier disait. Tardant la nuit de dimanche, nos 3 hommes malades de la fièvre jaune ont disparu. Sœur Louise et moi avons lancé des villageois à leur recherche dès le lendemain. Certains parlaient d'un lieu profane, où l'on irait pour mourir, situé en plein cœur de la forêt du Dja, dans lequel ils pourraient s'être rendus. J'ai pris un cheval, et en suivant la route menant à la forêt, j'ai fini par les trouver, en train d'errer, le regard vide. Ils semblaient choqués, et n'ont répondu à aucune de mes questions. Le soir même, alors que je les soignais, l'un d'entre eux est mort des suites d'une époustouflante montée de fièvre. Les 2 autres s'en sont sortis, mais ont eu des crises d'hystérie durant au moins 3 nuits après leur fugue, et n'ont pas su me dire ce qu'ils faisaient sur cette route, ni où ils allaient. Puis, l'un d'entre eux s'est pris de violentes crises de larmes lorsque j'évoquais le sujet. Mon père, je vous demande de faire venir un exorciste dans les 2 jours à venir. Leur état s'est stabilisé, mais Satan nous adoucit toujours pour mieux frapper ensuite. L'influence du malin se ressent partout sur ces terres impies. Le lendemain, la religieuse envoie une nouvelle lettre à son supérieur,
dans laquelle elle lui rapporte la mort des 2 hommes, survenus au cours de la nuit. Selon elle, les malades auraient été emportés par une violente crise de fièvre, comme leurs camarades avant eux. Cependant, c'est en 1963 qu'un troublant témoignage vient corréler l'existence de cette légende, et lui apporter plus de crédit que jamais. Ce passage de journal, récupéré dans les affaires d'un missionnaire envoyé au Cameroun 10 ans plus tôt, avec le même objectif que le père d'Elem, fait suite à un repérage dans le sud-est de la réserve du Dja, par l'homme en question, à la recherche d'autres tribus qui se seraient illégalement installées dans cette zone. Ce passage de journal disait « Une grande arche de pierre de 10 ou 12 mètres de hauteur dominait l'immense entrée d'une grotte aux parois très espacées, et dont l'obscurité empêchait de distinguer l'intérieur. En passant l'arche et en pénétrant dans l'antre, je fus saisi d'un sentiment de malaise. Le silence qui régnait dans ces lieux était tel qu'il ne semblait exister que pour apporter aux morts le repos qu'ils méritaient. Pas un bruit de vent sifflait entre les pierres, pas un écho lointain ne me provenait du fond de la large caverne dans laquelle j'avançais. Aucune tribu ne voudrait s'installer dans un pareil endroit, c'était une certitude. Je m'avançai néanmoins, curieux d'un tel chef-d'œuvre d'architecture naturelle. Taillé naturellement dans la pierre brute, le chemin que je parcourais descendait sous terre, ne résonnant qu'au bruit de mes pas. Et à mesure que ceux-ci me guidaient, le très haut plafond de la grotte devenait de plus en plus visible, 7 ou 8 mètres au-dessus de moi. Bientôt, j'arrivai dans une vaste salle dont le plafond était garni de stalactites qui, à la lumière de ma lanterne, pointaient vers le sol d'un air menaçant. En balayant l'endroit de mon faisceau, j'eus un sursaut. D'immenses carcasses jonchaient le sol, à moins de 2 mètres devant moi, et s'empilaient dans certains coins, en de titanesques amas d'eau, usés par le temps. Je réalisai bien vite qu'il s'agissait là de squelettes disproportionnés de pachydermes, d'éléphants des forêts qui venaient ici établir leur cimetière. Leur imposante taille n'avait pas dû être un frein pour franchir l'arche, tant le boyau qu'elle ouvrait était large et haut. Malgré le sinistre de l'endroit, c'était là une fabuleuse découverte. Ce cimetière d'éléphants situé au cœur d'une grotte allait certainement secouer le monde de la zoologie. Néanmoins, je n'étais pas au bout de mes surprises. En avançant au milieu des squelettes colossaux, j'arrivai finalement au bout de cette vaste et sombre pièce, et réalisai qu'un tunnel à peine plus haut qu'un adulte perçait le mur à cet endroit. Galvanisé par ma découverte, je me baissai et m'y engageai. La largeur du boyau était assez conséquente pour me permettre de me mouvoir convenablement. L'avancée fut quelque peu laborieuse, et je manquai de me cogner plus d'une fois contre les petites stalactites. Mais après ce que j'estimais être une dizaine de minutes, je parvins à une lucarne vaguement ovale, taillée dans la roche, et marquant la fin de l'étroit chemin. Une faible lumière semblait filtrer de l'autre côté, ce qui renforça ma curiosité. Lentement, je passai la tête à travers le trou, et scrutai le nouvel environnement qui s'offrait à mes yeux. Bien que la lumière qui a priori filtré depuis le plafond éclaira l'endroit de façon à me montrer qu'il s'agissait d'une nouvelle salle, elle était insuffisante pour me révéler la forme et le contenu. Et d'ici, la portée de ma lanterne n'en illuminait qu'un pan de sol calcaire et humide. À grand-peine, je me hissai donc hors de l'étroite cavité. Et lorsque mes jambes se posèrent sur le sol rocheux, je rattrapai ma source de lumière, préalablement posée au sol, avant d'avancer de quelques pas. Ce n'est qu'après une dizaine de mètres que j'aperçus un premier ossement. Long et laiteux, même à la lumière jaunâtre qu'émettait ma lanterne. Alors que je me questionnais sur l'espèce animale à laquelle il pouvait bien appartenir, un profond sentiment de malaise s'empara de moi. Poussé par une curiosité presque maladive, j'inspectai alors les environs de mon faisceau. Et fus pris d'un frisson lorsqu'il me révéla ce qui m'attendait quelques mètres plus loin. Là, dans les derniers centimètres de lumière, offerts par le champ de la lanterne, commençait un gigantesque monceau d'ossements humains. Tandis que je m'approchais, le malaise laissa place à l'excitation. Il s'agissait probablement là d'une découverte majeure, dans les rites et coutumes des tribus païennes de la réserve. Et cela ne manquerait pas d'intéresser la communauté scientifique et religieuse de l'Occident. À mesure que je m'approchais du tas, je me rendis compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple amoncellement d'os, mais d'un gigantesque ossuaire qui s'étendait bien au-delà du champ d'action de ma lanterne, s'enfonçant toujours davantage dans les ténèbres de la pièce calcaire. Bientôt, j'atteignis l'orée du marécage osseux, et levant les yeux, me rendis compte que la source lumineuse filtrant depuis le plafond n'était autre qu'une mince cavité,
laissant filtrer quelques rayons de soleil couchant, lesquels venaient lécher l'épicentre de l'ossuaire, et en éclairer la sinistre armée d'une manière qui, à cette distance, permettant à peine de distinguer les blancs soldats dont elle baignait la surface. En observant de plus près cet amoncellement, je remarquai rapidement une chose fascinante. Si les ossements situés dans les couches inférieures semblaient de toute évidence relativement mélangés entre eux, et polis par l'action du temps, ce n'était pas le cas de ceux qui, vraisemblablement, avaient trouvé leur place dans ces lieux plus récemment. En promenant mon faisceau devant moi, je distinguais, dans les couches supérieures, tantôt un cubitus et un radius, parfaitement rattachés, tantôt une colonne vertébrale complète, et parfois même des squelettes presque entiers. Ces derniers attirèrent par ailleurs mon attention, de par les informations qu'ils me donnaient. De toute évidence, au vu de la taille et de la forme du crâne qu'ils arboraient, ces restes humains appartenaient à une tribu pygmée, vivant ou ayant vécu dans la région. Cet endroit avait-il constitué le cimetière de tribus païennes? Dans ce cas, avait-il délibérément choisi un cimetière d'éléphants, si particulier pour venir rendre leur dernier souffle? Ces questions devraient attendre, car la nuit commençait bientôt à tomber au dehors, et je me devais de rentrer au campement pour informer Père Léon de mes découvertes, et lui confirmer n'avoir rencontré aucune tribu dans cette région de la forêt. Cette entrée est en date du 18 mai 1953. La suivante, beaucoup plus courte, a été écrite 3 jours plus tard, le 21 mai. Voici ce qu'elle disait. Impossible de retrouver la caverne, malgré des recherches groupées et un quadrillage de périmètre. Le Père Léon souhaite abandonner la grotte, afin de se concentrer sur notre mission principale. D'autant plus qu'un vent de révolte gronde depuis quelques jours. Cette entrée est la dernière du journal du missionnaire. Objet qui sera retrouvé des années plus tard, à la suite d'un rapatriement vers l'Europe, de la toute dernière mission évangélique effectuée par l'Église dans la réserve du Dja. On ignore à ce jour l'identité de ce missionnaire, et ce qu'il est devenu à la suite de cette dernière entrée. Dans tous les cas, il s'agit là du dernier témoignage attestant hypothétiquement de l'existence de l'ossuaire, et aucune autre mention ne sera jamais faite nulle part, dans les années à venir. Exception faite des villages Baka, dans lesquels la légende ressurgit de temps à autre. Ceux-ci, attachés à un mode de vie ancestral, mais contaminés par les passages de l'homme blanc, vivent toujours à la frontière entre 2 âges, à cheval entre leur côté traditionnel persistant et l'évolution du monde qui les entoure. Quoi qu'il en soit, si tant est que l'endroit où les dieux ne viennent pas ait un jour existé, la venue des Occidentaux et de leurs missionnaires a certainement achevé d'en condamner l'accès et d'à jamais en sceller les secrets.